Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous parlons du Bénin. Le Bénin, un pays autrefois paisible qui fait depuis quelques jours la une de la presse internationale. Entre enlèvement de touristes, tensions politiques, les Béninois, souvent cités en exemple en Afrique, ont perdu leur latin. Comment en sommes-nous arrivés là? Le pays pourra-t-il se relever de tous ces tracas? Ce sont des questions que nous posons ce soir à notre invité. Marius Taudan, bonsoir. Bonsoir, M. Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, c'est ça, hein? C'est cela, oui. Juste pour les uns et les autres, ceux qui ne connaissent pas la coordination, est-ce que vous pourrez très rapidement leur présenter la coordination? Oui, la coordination Nouveau Départ Diaspora 2000 est née au lendemain donc, de la session au pouvoir de Patrice Talon, dans le but de motiver la diaspora au changement qui se profilait et surtout de lui apporter les informations nécessaires pour que, bien qu'isolé du pays, et qu'il soit au cœur de l'action du gouvernement. Et donc, du coup, si je comprends bien, c'est une organisation qui regroupe des associations, des personnes de la diaspora et qui soutiennent le gouvernement en place, c'est ça? Tout à fait. C'est une association qui regroupe la diaspora en général, oui, pour donc apporter son soutien, non seulement au gouvernement, mais surtout apporter le concours des membres de la diaspora à ce gouvernement-là. À ce gouvernement voilà. et dans sa vision et dans son programme d'action mis en place. Ça fait quoi, 3 ans que le président Talon est au pouvoir maintenant? Oui, effectivement. Si on ne va pas s'amuser à faire le bilan de ces 3 ans, mais si je vous demandais quels sont les points sur lesquels il devrait s'améliorer, vous me direz quoi? Sans hésiter, sur la communication. Ah. Oui. Et parce que, à la lumière de ce qui se passe, nous nous rendons compte que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Beaucoup de gens sont désinformés. La désinformation aujourd'hui a pris une ampleur inimaginable et les plus démunis, je vais dire, en termes d'information, se laissent avoir. Et le gouvernement, il gagnerait, je pense, à mieux communiquer, surtout vers la base. C'est étonnant ce que vous dites, c'est un contraste. C'est un président qui joue beaucoup sur l'image quand même, et qui est connu pour sa prestance, lorsqu'il apparaît quelque part, il y a une vraie mise en scène, une maîtrise de la communication présidentielle. Et je suis étonné d'entendre de votre bouche qu'il ne communique pas assez. Oui, il ne communique pas assez. Pourquoi? Pas parce que il fait dans le chichi, non. Tout simplement parce que, au fond, c'est un homme très humble. Très humble. Et il n'aime pas s'afficher. C'est la caractéristique de cet homme-là. Il n'aime pas s'afficher. Donc, il préfère travailler et que les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. Bien, nous sommes en politique. Je crois que même s'il ne s'affichait pas lui-même personnellement, son entourage pourrait s'organiser pour apporter l'information dans la couche populaire. C'est donc le seul point qu'il peut améliorer alors? Oui, entre autres. Oui. Entre autres. Quel autre point voulez-vous que je cite? Pour l'avoir personnellement approché, je peux vous dire que M. Patrice Talon n'est pas du tout la personne que l'on décrit, n'est pas du tout cette personne qui est froide, figé, égoïste, tout ce qu'on peut dire sur lui. Oui, pas calculateur, du tout. Rusé. Pas du tout. Je peux vous dire que Patrice Talon a tout à gagner en restant homme d'affaires. Et c'est un homme qui a, à un moment donné, décidé de se sacrifier, on va dire, parce que les circonstances l'ont amené à se découvrir. Et il a souhaité mettre au service du peuple béninois les talents qui pouvaient être les siens. Voyez? Et il n'aime pas le populisme. Il n'aime pas qu'on l'encense. C'est quelqu'un qui aime la qualité du travail. Et là-dessus, je peux vous dire que
il n'y en a pas pareil au Bénin. Monsieur Taudan, votre venue dans nos studios ici à Paris coïncide avec l'installation donc de la 8e législature au Bénin, donc Oui. du nouveau Parlement, un Parlement controversé, un Parlement décrié, évidemment monocolore, puisque les 83 députés béninois qui siègent à partir d'aujourd'hui soutiennent tous l'action du gouvernement. Quel commentaire cela vous inspire? Oui, je pense qu'il ne serait pas juste de dire que ce serait un Parlement monocolore. Ah, pourquoi? D'autant plus que les deux blocs qui la composent aujourd'hui Oui. rassemblent à eux seuls près de 200 des anciennes formations politiques sur les 250 qui composaient le paysage politique au Bénin. Le président disait 150, vous êtes passé à 200? Oui, je dis près de 200. Ah, oui, d'accord. Oui, près de 200. Donc on ne peut mathématiquement pas dire que ce sera une assemblée monocolore. D'autant plus que pour qu'il y ait opposition, on va dire, l'opposition n'a de sens que quand elle est basée sur une différence d'idéologie avec le gouvernement. Voyez, et les deux blocs qui sont en place aujourd'hui sont d'obédience différentes sur le plan idéologique. C'est de la politique politicienne, mais en fait, Oui. Si vous êtes père de famille et que votre fils aîné et le cadet ne voient pas forcément les mêmes choses, et ne les apprécient pas de la même façon, il n'en demeure pas moins qu'il reste et demeure votre fils, et qu'à l'arrivée au soir, vous portez le même nom. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, non? Oui, mais ça devrait être comme ça pour toute la nation, pour tous les partis politiques Vous ne rêvez du pas Bénin. d'un pays où il y a une vraie opposition frontale? Qu'est-ce que vous appelez opposition frontale? Si l'opposition consiste à systématiquement affronter le pouvoir, quel intérêt? Si ce n'est pas dans l'intérêt du pays, quel intérêt? C'est ça justement la politique politicienne. Vous ne craignez pas que ces députés ne soient qu'une boîte à lettres? Vous n'êtes pas sans ignorer que le président Patrice Talon est un homme qui se définit lui-même compétiteur. Voyez, et quel intérêt d'avoir des béni-oui à sa botte? Quel intérêt vraiment? Je vous pose la question. Ce que Patrice Talon aime par-dessus tout, c'est le challenge d'idées, justement. Voyez? Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. En 2016, lorsque le président Talon était en train de battre campagne, si j'ai bonne mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, il avait chevillé au corps l'idée de faire en sorte que les institutions du Bénin soient des institutions fortes. Et quand on regarde 3 ans plus tard, on a juste le constat que toutes ces institutions aujourd'hui lui sont soumises. L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la justice. Quel mal il y a à cela? Oui. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'au jour d'aujourd'hui, les institutions sont moins bien loties qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Je vous pose la question. Je ne pense pas que non. Vous pensez que les institutions sont beaucoup plus fortes aujourd'hui sous Patrice Talon qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans en arrière dans votre pays? Elles sont ce qu'elles sont. Oui. Elles sont ce qu'elles sont. Patrice Talon n'a pas imposé des gens à lui à la tête des institutions. On n'a rien fait qui ne soit pas dans la Constitution et prévu par la Constitution. Voyez? La légalité ne veut pas forcément dire la légitimité non plus. Oui, mais qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il fasse, Patrice Talon? Il ne vous a pas échappé que l'un des programmes phares du candidat Patrice Talon, justement, c'était de modifier la Constitution. Et entre autres... Il va pouvoir le faire maintenant avec cette Assemblée, non? Et entre autres, quels étaient ses arguments? Eh bien, rendre moins fort le président de la République. Oui. À savoir doper les institutions pour qu'elles jouent réellement leur rôle. Parce que telles qu'elles sont définies par nos tests, eh bien, le président a tous les pouvoirs. Voilà. On n'en a pas voulu. Il est forcé de travailler avec les tests qui sont les siens aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un président plutôt fort que nous avons, en face des institutions devenues trop faibles désormais. Pas désormais, ce ne serait pas juste de dire que ce n'est que maintenant que le pays, les institutions sont dans cette situation. D'autant plus que sous Yahi Boni aussi, on disait la même chose, n'est-ce pas? Contredisez-moi si... Non, on disait la même chose des institutions. Eh bien, ce sont les tests qui nous amènent
à être dans ce cas de figure. Voilà. Reparlons de cette assemblée donc, qui est installée à partir d'aujourd'hui. Oui. Très honnêtement, est-ce que vous trouvez légitime qu'une assemblée élue par 23% ou 27% de la population siège au nom de la nation béninoise dans votre pays? Oui, d'autant plus que tant que les règles ne disent pas l'inverse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceux qui ont voulu voter sont allés voter. Oui. Ceux qui ont pu voter sont allés voter. Voyez? Évidemment, nous déplorons le fait qu'il n'y ait eu que 27% de la population. Ce n'est pas une situation confortable, je vous l'accorde. Voyez? Mais il faut faire avec ce qu'on a. L'opposition a appelé au boycott. Et au lieu de jouer le jeu, a terrorisé la population, a intimidé la population pour qu'elle n'aille pas voter. Je ne vais pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. On a tous vu les images. Voyez? Il aurait mieux valu justement pour l'opposition, si elle voulait essayer de tester sa force dans le pays, demander à la population de sortir massivement, aller voter, mais voter nul ou blanc. Oui. Là, elle aurait pu quantifier mais le vote la nul, force. ni le vote nul, ni le vote blanc ne sont comptabilisés dans votre pays, non? Oui, mais on aurait pu, en ce moment-là, légitimement évaluer la force de l'opposition. Et gonfler le chiffre de la participation. Pas forcément. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça va là? Je ne vous suis pas. Quand vous dites que l'opposition aurait demandé aux populations de sortir, effectivement, si le peuple était sorti, le chiffre de la participation ne serait pas de 27% aujourd'hui. Oui, bien entendu. Oui, c'est ça. Mais seulement plutôt que de montrer du doigt les 27% pour dire que c'était un désaveu pour le gouvernement. C'était le seul enjeu des législatives, finalement, en l'absence de l'opposition. Les chiffres de la participation. C'est un camouflet quand même, non? Non, je ne pense pas. Parce que le jeu n'a pas été franc, tout simplement. De la part de qui? De la part de l'opposition. Il est étonnant en terrorisant les gens, en empêchant les gens d'aller voter, de sortir pour aller voter. Oui. Attends, comment voulez-vous raisonnablement dire par derrière que c'est un camouflet au gouvernement? Je n'affirme pas, je vous pose la question. Oui, pour moi, non, je ne fais pas cette lecture-là de ce qui s'est passé. Oui. Juste, la lecture que j'en fais, justement, c'est que si on avait pu laisser les gens sortir massivement, voyez, on aurait compté un certain nombre de pourcentages en bulletins nuls ou bulletins blancs qui auraient pu légitimement être interprétés comme étant un désaveu au chef de l'État et à son gouvernement. Très bien. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Si j'entends ou je lis entre les lignes de ce que vous me dites ce soir, toute la faute incombe à l'opposition. Absolument, absolument. Et c'est ce que je crois sincèrement. Oui. D'autant plus que... C'est pas un peu de la mauvaise foi? Non, je m'en voudrais de faire de la mauvaise foi. Oui. Vous savez, avec le recul, on voit que l'opposition a tout fait pour s'exclure de cette élection. Voyez, il ne vous a pas échappé que les textes de loi qui font polémique ont été votés à la quasi-unanimité du Parlement. À la quasi-unanimité du Parlement. Oui. Ce n'est pas le vote qui est en cause, c'est la mise en application de ces textes de loi qui sont décriés ensuite. Bien sûr. C'est l'utilisation de la mise en application de ces lois qui pose problème. Parce que comment pouvez-vous comprendre que dans le même pays, que certains aient pu se mettre à jour par rapport au test et que d'autres... En ayant des coups de pouce, dit-on, dans l'opposition. L'opposition peut évidemment dire ce qu'elle veut. Voyez, toujours est-il que vous n'êtes pas resté sans savoir qu'il n'y a que 2 des blocs de la mouvance qui ont été qualifiés. Comme par hasard. Ce qui veut dire qu'il y a des blocs de la mouvance qui n'ont pas été qualifiés. Oui. Vous voyez, voilà. Et effectivement, la totalité des partis de l'opposition. Et on a vu que ces partis ont tout fait pour ne pas effectivement être qualifiés pour les législatives 2019. Donc vous maintenez donc ce soir sur ce plateau que ce Parlement qui s'installe à partir d'aujourd'hui est un Parlement légitime. Absolument. S'il était si légitime que ça, pourquoi on a militarisé la ville de Porto Novo et l'entourage du Parlement? Mais écoutez,
Ça ne s'est jamais vu dans votre pays, je crois, non? Attendez, devant les menaces de troubles et autres, tout à l'heure, vous avez parlé l'image d'un père de famille. Oui. Eh bien, le père de famille, qui est Patrice Talon, a le devoir de sécuriser sa population. Où est-ce qui s'est passé le 1er mai dernier? Voyez, où est-ce qui s'est passé le 1er mai dernier? Où une personne, un individu a théorisé, planifié et mis en exécution une attaque de ce genre-là. Pourquoi vous ne dites pas son nom? Non, son nom, c'est M. Yaïboni. M. Yaïboni, c'est connu, donc je n'ai pas à tourner autour du pot. Voyez. Comment voulez-vous que devant cette situation inédite, voyez, devant je ne sais pas comment le qualifier, c'est de la folie, c'est de la folie qui aurait pu engendrer une situation incontrôlable. Voyez. Il n'y a pas une police normale, aguerrie dans votre pays pour maintenir l'ordre dans votre pays. Il faut sortir les chars. Mais bien sûr qu'il y a une police républicaine qui a fait son travail. Oui. Mais parce que débordée, eh bien, les autorités ont fait intervenir l'armée pour rétablir l'ordre. En faisant allusion aux événements du 2 au 3 mai. Oui. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, vous dites la sécurisation de la ville de Porto-Novo notamment, eh bien, c'était pour dissuader les personnes de venir commettre des troubles dans le pays. Voilà. On s'interroge dans la presse internationale souvent sur le Bénin, qui a été souvent cité comme un bon élève dans la sous-région, un bon élève de la démocratie, un pays de paix, un pays de consensus aussi, parce que tout le monde se souvient encore de 1990 et de la fameuse conférence nationale dans votre pays, le Bénin. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose souvent, c'est comment en sommes-nous arrivés à un pays qui renvoie l'image d'une autocratie désormais, un pays où on coupe Internet lors de l'élection, où les chars circulent dans les rues comme si on était en zone de guerre. Voilà, c'est ça la question qu'on se pose désormais. Comment en sommes-nous arrivés là? L'opposition a abusivement utilisé les réseaux sociaux pour disqualifier le Bénin en général, le président Patrice Talon en particulier. Vous voyez, vous allez au Bénin aujourd'hui, et ce n'est pas l'image que vous venez de décrire qui est ressentie par les gens. On a vu des chars dans Cotonou, c'est vrai. On a vu la police républicaine sortir. Eh bien, c'est des mesures préventives, encore une fois. Vous voyez. Nous ne sommes pas dans un pays policier. Oui. Pas du tout. Vous voyez. Mais nous avons à la tête du pays un homme de rigueur qui a, avec force et détermination, embrassé et impulsé des réformes courageuses qui ne plaisent pas à tout le monde. Voyez. Et c'est à cause de ça qu'on est en train de salir son nom. Absolument, absolument. Parce que vous ne direz pas que les gens dits de l'opposition sont contre le fait qu'on donne de l'eau à la population. Ils vous diront qu'ils sont pour. Vous ne direz pas que les gens de l'opposition sont contre et qu'on dote le pays de moyens électriques. Vous ne direz pas que les gens de l'opposition ne souhaiteraient pas qu'on ait un système de santé efficient dans le pays. Oui. Voyez. Alors, où est le problème? Le problème est bien au niveau de la lutte contre la corruption qui a été embrassée par M. Patrice Talon, président de la République, et qui ne plaît pas à tout le monde. Vous dites que c'est en réaction aux robinets qui sont fermés qu'on assiste à une dégradation de l'image du pays et des tensions dans le pays. Absolument. On va refermer cette parenthèse politique. Juste une dernière question à propos du Bénin et de cette crise que traverse votre pays. Est-ce que le Bénin a les moyens de se relever de cette crise désormais? Est-ce qu'il a le moyen de sortir du traquenard dans lequel la classe politique en entier l'a précipité? Oui, absolument. Et puisque jusqu'ici, vous n'avez pas entendu la voix du peuple, du peuple profond. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du peuple. Mais allez leur poser la question, au nom de quel peuple parlez-vous réellement?
Donc je vous dis que quand ce peuple va se faire entendre, voyez, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Vous l'avez dit, c'est une crise politique. Et elle passera. Elle passera. J'en appelle d'ailleurs à la classe politique en général et à l'opposition en particulier, de ne pas se tromper d'adversaire. Parce que continuer à faire le jeu des classiques, continuer à faire le jeu des gens qui n'ont plus rien à perdre et qui les instrumentalisent, ce serait dommage. Très bien. Votre message est passé. On conclut cet entretien. On m'a dit que votre organisation organise, pardonnez-moi, à Genève, une conférence sur les ODD, c'est ça, hein? Absolument, oui. Pour pouvoir faire quoi, en fait? Pour montrer le parallélisme entre l'action du gouvernement et les objectifs de développement. Tout à fait, parce que le programme d'action du gouvernement, initié par Patrice Talon et son gouvernement, avait déjà prévu dans leur projet 7 des thèmes définis par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre des ODD, justement. Donc, c'est en cela que, d'ailleurs, c'est une initiative qui a été saluée par l'ONU en 2018. Donc, nous avons souhaité faire un point d'étape à nos compatriotes de Suisse, voyez, pour montrer quelles sont les avancées sur ces thèmes-là qui définissent les ODD. Voilà. Ça se passe quand? Ça se passe donc demain, le vendredi 17 mai, à Genève, de 15h, local à 21h. Alors la CNDDB met à disposition des Béninois de la diaspora qui le souhaitent des moyens de transport, notamment un bus qui va partir vers 5h du matin dans la petite nuit du jeudi à vendredi, de l'hôtel Timotel boulevard Berthier à la porte de Clichy, voilà, et qui reviendra donc la nuit du vendredi à samedi. Voilà. Et le transport est gratuit pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui le souhaitent, pour assister à cette conférence. Est-ce que vous avez prévu de parler de l'objectif 16 des ODD? La paix et la justice. Je n'ai pas le sentiment qu'il n'y ait pas la paix dans mon pays. Il y a un épiphénomène qui s'est passé, voyez, et je n'ai pas l'impression que la justice ne marche pas dans mon pays. Dire le contraire ne serait pas juste, justement. Et je pense honnêtement on a souvent parlé du génie béninois, voyez, mais je dirais simplement que la sagesse et puis le bon sens suffirait à ramener chez les uns et les autres la balle à terre pour que nous nous parlions franchement, les yeux dans les yeux, et que chacun saisisse l'occasion, vraiment, l'occasion que nous offre Patrice Talon et son gouvernement aujourd'hui de mettre en place une politique de développement de manière pérenne. Voyez, en 3 ans, vous l'avez remarqué, Patrice Talon et son gouvernement ont initié des réalisations qui, pendant 56 ans, n'ont pas été initiées au Bénin. Voyez. Marius Taudan, merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez offerte par votre chaîne de dire un peu mon sentiment sur ce qui se passe. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Merci infiniment donc d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.